Bonjour, bienvenue au Printemps de l'économie. Je suis Bénédicte Tassard, je suis responsable du service international à RTL. Et ensemble, avec nos invités, nous allons nous demander si l'Europe a une influence sur les crises qui l'entourent. Ukraine, Israël, le monde bascule. Quel rôle géopolitique pour l'Europe? Nous serons dans quelques instants avec Oksana Melnichuk. Elle est politologue ukrainienne, elle va nous rejoindre. Et elle anime entre autres la plateforme Unis pour l'Ukraine. C'est une plateforme d'analyse et de communication stratégique. La voilà, bienvenue Oksana. Sylvain Kahn, professeur d'histoire, chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, auteur de L'Europe face à l'Ukraine au PUF. Bonjour à vous. Bonjour. Et depuis Israël, Frédéric Chilot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Je suis là, bonjour. On vous entend de loin, on va vous entendre un peu mieux d'ici quelques secondes. Vous êtes historienne, spécialiste d'Israël et de ses relations internationales, co-autrice de La guerre du Kippour n'aura pas lieu aux éditions Archipoche. 3 débatteurs que vous allez écouter, mais aussi à qui vous allez poser vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ex-Twitter, bien sûr, hashtag Printemps de l'écho. En un mot, vous n'hésitez pas, je vais prendre vos questions. Vous pouvez déjà les envoyer, que vous soyez en salle ou en ligne. Oksana Melnichuk, vous qui faites le pont entre l'Ukraine et l'Europe, vous avez le droit à la première question. N'avez-vous pas peur déjà d'une lassitude européenne face à la guerre en Ukraine après ces 2 ans de conflit? Vous savez, dès qu'on est adhéré à l'Union européenne, je veux dire, dès qu'on a choisi cette voie vers l'Union européenne en 2014, quand on a signé le fameux accord de l'association, que notre président Fantoche russe ne voulait pas signer, mais le peuple est sorti dans les Maïdan, dans les places de l'Ukraine pour contredire et pour dire que nous voudrions y aller. On n'a pas peur de l'acheter de l'Union européenne parce qu'on croit à l'Union européenne. C'est vrai qu'il y avait un moment de doute au début de la guerre, quand il y avait les paroles qu'il faut parler avec Poutine, mais on comprend parce que c'est la doctrine de la diplomatie française, tandis que nous, on connaît bien Poutine, et on connaît bien les Russes, et on comprend bien qu'on ne discute pas avec les terroristes comme eux. Mais il fallait une certaine expérience, malheureusement très tragique, après Boutcha et Irpin, quand tout le monde a compris qu'on ne peut plus le parler. Et là, depuis, on voit qu'il n'y a que la consolidation de l'Europe. Je n'arrête pas à répéter dès que je peux que la solidarité de l'Europe avec nous, c'est les ailes de notre résilience, de notre résistance. Bien sûr, l'Europe, elle vit la même choc que nous. Personne n'a une stratégie comment agir parce qu'on n'a jamais prévu la guerre possible. L'Europe, c'était le paix après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on comprend que s'il y a les difficultés pour la mobilisation ou s'il y a un certain ralentissement, c'est parce que nous sommes tous choqués par les événements. Mais les Ukrainiens sont toujours là pour faire bouger le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais est-ce que vous pensez que l'Europe est davantage derrière vous que les États-Unis? Oui, surtout aujourd'hui. Vous savez, les Ukrainiens, ce n'est pas un secret qu'il y a une opinion publique, il y a une opinion officielle. Du point de vue de l'opinion publique, ce qui est exprimé largement dans les réseaux sociaux et même dans les médias ukrainiens, nous pensons que les Américains nous ont abandonnés. Mais il n'y a pas pire comment on dit, il y a un proverbe chez nous qui dit « s'il y a le pire, c'est toujours pour le mieux ». Et cette lâcheté, parce qu'on ne peut pas dire l'autrement, des États-Unis, ça poussait l'Europe à aller essayer d'obtenir son autonomie stratégique. Et il me semble, si je ne me trompe pas, c'était l'espoir et le grand dessein de Macron pendant sa première campagne présidentielle. Il a parlé de cette autonomie stratégique de l'Europe. Il a parlé de l'armée, de la défense de l'Europe. Mais après, c'était un peu oublié. Et là, cette lâcheté des États-Unis, ça poussait l'Europe de prendre cette décision. Et je pense que c'est une décision vitale pour les Européennes. Parce qu'il faut que l'Europe sorte de la parapluie américaine, qu'il pense à sa défense, qu'il pense à ses valeurs.
l'Ukraine, c'est un grand pays européen et ensemble, nous pouvons vraiment résister à toutes les menaces pour nos valeurs européennes, c'est la démocratie et le respect des droits de l'homme. Ce que vous me disiez quand on a préparé cette conférence, c'est que vous vous sentiez plus sereine face aux réactions des Européens depuis quelques semaines, alors que vous étiez quand même inquiète sur la mobilisation qui pouvait y avoir en Europe. Et vous étiez plus sereine après avoir entendu les Européens ces dernières semaines, c'est ça? Vous parlez des propos du président Macron à Pas propos forcément, mais quand vous rencontriez des Européens. C'est ce que vous me disiez? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de rencontres après les discours de votre président, après qu'il a dit qu'on n'exclut pas qu'il y a les troupes internationales sur le sol ukrainien. À la conférence de presse, il y a un mois à peu près. Oui. Après, j'ai vu qu'il était comme toujours mal interprété. Tout le monde a pensé que demain, elle va envoyer les troupes, tandis que non, c'était la position de force en montrant aux Russes que si vous continuez, si vous allez bouger encore plus loin, sachez que nous avons la force. Et depuis ce discours, il y avait pas mal de rencontres, des forums de sécurité et de défense à l'école militaire. Il y avait beaucoup de militaires qui s'exprimaient là-bas. Il y avait beaucoup de think tanks qui s'exprimaient à ce sujet, en disant oui, c'est le moment pour l'Europe de se mobiliser et montrer les dents, comme on dit. Il faut juste montrer, parce que quand vous êtes confronté aux terroristes, ce n'est pas les hommes politiques, vous ne pouvez pas négocier avec le terroriste. Le terroriste, il ne comprend que le langage de force. Et s'il vous montre moindre dent que vous êtes capable de répondre, le terroriste recule. Et c'était tellement attendu dès les premiers jours de la guerre que là, maintenant, voir cette mobilisation qui arrive peu un peu partout en Europe, c'est super fort. Je voudrais juste rappeler que Brzezinski, c'était un conseiller politique d'un président américain de l'époque de la guerre froide. Il a dit « Seule l'union militaire et économique des pays comme la France, Allemagne, Pologne et l'Ukraine pourront servir la sécurité de l'Europe. » Très bien. On va partir en Israël, si vous le voulez bien, avec Frédéric Chilot. Le gouvernement israélien écoute-t-il les Européens? On voit bien, Frédéric Chilot, l'impuissance des 27 pour trouver une solution au conflit dans la bande de Gaza. La solution ne passe-t-elle pas là uniquement par les États-Unis? En fait, depuis très longtemps, depuis 1967, c'est-à-dire depuis ce grand renversement stratégique opéré par De Gaulle qui a abandonné son soutien à Israël avant la guerre des 6 jours, Israël a embrassé une relation quasi exclusive avec les Américains. Et Israël n'a Dieu que pour les Américains, ce qui ne veut pas dire qu'il les écoute pour autant. On le voit par exemple aujourd'hui, la décision d'aller à Rafah, à Gaza. Les Américains mettent le haut là et les Israéliens apparemment souhaiteraient le faire quand même. Donc, dans ce cas, on comprend que l'Europe pèse d'un peu de poids. Les Israéliens n'ont Dieu que pour les Américains et n'écoutent pas du tout les Européens, d'autant plus que les Européens se sont montrés extrêmement divisés sur la question du conflit depuis les massacres du 7 octobre et depuis que la guerre fait rage à Gaza. Les Européens ont vraiment exposé leurs divisions à la fois institutionnelles. On voit des divisions et des lignes complètement contradictoires, opposées entre à la fois Madame von der Leyen, mais aussi Joseph Borrell, des commissaires européens aussi qui prennent des décisions unilatérales. L'Europe aussi est divisée entre les capitales et les opinions publiques, et l'Europe est divisée entre pays membres de l'Union européenne. Et pour le dire rapidement, il y a deux grands groupes qui existent aujourd'hui sur la question du conflit à Gaza. D'une part, il y a le groupe emporté par l'Espagne, l'Irlande, la Belgique, le Portugal, Malte, qui sont très farouchement opposés à ce qui est en train de se faire à Gaza et appellent à un cessez-le-feu et sont très sévères à l'encontre d'Israël. Et ce groupe-là s'apprête à prendre une position très forte dans les mois qui viennent, avant l'été, puisqu'on s'attend à ce qu'ils prennent une position ensemble de reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine. Ça, Israël s'y attend.
Et de l'autre côté, il y a un autre groupe important emmené par la Hongrie de Viktor Orban, l'Autriche, la Tchéquie, donc la Croatie, c'est quand même l'Europe nouvelle, celle de l'Europe de l'Est, qui est pro-israélienne et qui a bloqué de nombreux textes et des résolutions emmenées par l'Union européenne pour condamner Israël. Et finalement, tant que l'Europe sera divisée ainsi, elle ne sera pas opérante et Israël continuera à ne pas écouter ce qui s'y passe et ce qui s'y dit. Parce que pour l'instant, vous confirmez, Frédéric Chilot, Israël n'écoute pas du tout ce que dit l'Europe. Alors, Israël entend ce que dit l'Europe et évidemment craint quelques décisions. À l'instant, je vous disais, la décision de reconnaître de façon unilatérale la Palestine, évidemment, c'est quelque chose qu'Israël craint sur le plan diplomatique. On peut en reparler parce que je ne pense pas que ça ait de grandes conséquences sur le terrain. Et Israël le craint et ce ne serait pas évidemment de son goût. Ça s'est déjà passé en Europe. Hein. Vous savez, la Suède, en 2014, a décidé de façon unilatérale, allant à l'encontre même de la ligne européenne, c'est-à-dire la ligne européenne, c'est de reconnaître uniquement un État palestinien au terme d'un processus de paix. Et la Suède, en 2014, a reconnu l'État de Palestine. Il ne s'est rien passé de particulier. Israël, comme seule sanction, finalement a rappelé son ambassadeur, mais depuis, ça s'est poursuivi. Vous voyez, donc il n'y a pas eu de grandes sanctions. Et finalement, les décisions que peut prendre l'Europe, quand elle parvient à en prendre une décision commune, nécessairement atténuée du fait donc de la position de cette Europe de l'Est très pro-israélienne aujourd'hui, eh bien quand l'Europe prend une décision, elle n'est pas suivie des faits qui peuvent ennuyer Israël sur le plan technique aujourd'hui dans la guerre qu'Israël mène contre le Hamas à Gaza, ou demain d'un point de vue économique par exemple. Donc Israël entend, mais poursuit quand même sa politique et sa stratégie ou sa non-stratégie, c'est une autre question à Gaza. Sylvain Kahn, on l'entend, que ce soit en Ukraine, pour ce qui se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui. Est-ce que l'Europe, ce ne sont pas que des paroles? Non, je ne crois pas. Surtout s'agissant de la politique israélienne de l'Union européenne, Frédéric Chilot a tout à fait synthétisé la situation. Moi, j'ai une explication par rapport à ça. Et surtout, si on compare à la politique ukrainienne de l'Europe, on voit bien que là, à la différence de ce qui vient d'être décrit par Frédéric Chilot s'agissant de la politique israélienne de l'UE, pour l'Ukraine, les Européens sont unis, déterminés, rapides. Donc, la conclusion qui s'impose, c'est que ça dépend du sujet. Voilà. Et moi, en tant qu'historien et géographe, spécialiste de l'Europe, ce qui m'apparaît, c'est que de toute façon, l'Union européenne, les Européens en général, individuellement et collectivement, de toute façon, ils ne cherchent pas à peser sur les affaires du Proche-Orient. Ce n'est pas un sujet, alors que s'agissant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, là, on sent bien que les Européens se sentent très très concernés, qu'ils ont une vision convergente et commune, et surtout qu'ils tiennent à avoir une vision convergente et commune. Alors que s'agissant du conflit israélo-palestinien, et même plus généralement de la géopolitique du Proche-Orient, voire même du Moyen-Orient, les Européens ne cherchent pas à avoir une vision commune et donc une politique commune. Une fois qu'on a dit ça, on peut dire deux choses supplémentaires. La première, c'est que la position des Européens dans leur ensemble, en dépit de leurs différences, de leurs nuances, voire de leurs divergences telles que Frédéric Chilot les a rappelées, il y a néanmoins un principe qui a été affirmé par les Européens depuis 1980, une déclaration qu'on appelle la déclaration de Venise, parce que ce jour-là, en 1980, les ministres des Affaires étrangères de l'Europe, à l'époque, donc de l'Europe des 9, ils n'étaient pas 27 comme aujourd'hui, ils étaient 9. Cette déclaration de Venise, qui est toujours, on va dire, la doctrine officielle,
consiste à dire il doit y avoir, pour les Européens, ont-ils dit à l'époque et disent-ils encore aujourd'hui, il doit y avoir 2 États, comme ça a été demandé par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies en 1948, un État israélien reconnu internationalement par les pays arabes, par les Palestiniens, dont les frontières doivent être garanties, et il doit y avoir un État palestinien dans les frontières du plan de partage de 1948, c'est-à-dire avec la Cisjordanie, avec Gaza, et les Européens souhaitent que les Israéliens reconnaissent cet État. Bon, alors, on ne va pas ici rentrer dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, enfin, si ça intéresse tout le monde, on peut le faire, hein, bien sûr. Mais donc, voilà, il y a une position finalement très simple, très claire, de la part des Européens. Et puis, une fois qu'ils ont dit ça, de toute façon, les Européens n'envisagent absolument pas, et ne l'ont jamais envisagé, au moins depuis 1980, d'intervenir. Voilà. Ils ne sont pas comme les États-Unis, qui ont des navires militaires, des porte-avions en Méditerranée, qui sont susceptibles d'envoyer des armes, de prendre parti dans le conflit. Non, les Européens considèrent qu'ils peuvent aider en soutenant financièrement, en ayant des accords commerciaux, mais ils ne veulent absolument pas peser comme une puissance. Et donc c'est pour ça que les Européens ont l'air divisés sur le sujet. Ils ont l'air divisés sur le sujet parce qu'en vérité, c'est un sujet, il faut bien le dire, pour les Européens, c'est un sujet secondaire en termes de diplomatie et de politique étrangère. S'agissant de l'Ukraine, c'est complètement différent. Il y a une politique ukrainienne de l'UE qui existe depuis au moins 1995, qui a été réaffirmée de façon extrêmement forte en 2014. C'était rappelé, il y a un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Voilà. Et par ailleurs, l'Union européenne a une politique russe. Hein, l'Union européenne essaye, depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, d'avoir un accord, on va appeler ça, de partenariat avec la Russie. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a un accord qui a été signé en 1998 pour un partenariat stratégique qui était censé être renouvelé en 2008, que Poutine, qui est président depuis 2000, n'a jamais voulu renouveler. Bon, quand Poutine a envahi une partie de l'Ukraine en 2014, les Européens ont pris position en disant c'est inacceptable, ils ont commencé à sanctionner la Russie. Et puis quand la Russie de Poutine a envahi la totalité de l'Ukraine en 2022, les Européens ont dit c'est inacceptable. L'Ukraine est un pays associé, un pays ami, un pays qui a vocation à être européen. Et si vous faites ça aux Ukrainiens, vous nous menacez. Il ne faut pas oublier que la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, ce qu'on appelle les pays baltes, ont été annexés et conquis par l'Union soviétique entre 1941 et 1991. Il ne faut pas oublier que la Pologne, la Hongrie, l'ancienne Allemagne de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, l'ancienne Tchécoslovaquie, aujourd'hui ils sont 2, la Tchéquie et la Slovaquie, ont été soumis à l'impérialisme soviétique entre 1948 et 1991. Donc les Européens savent très bien à quoi s'en tenir s'agissant des Russes, qui à plusieurs reprises dans l'histoire, y compris dans l'histoire très récente, a pu être un État impérialiste, colonialiste et très menaçant pour les Européens. Donc en réalité, on a raison de comparer les deux politiques étrangères de l'UE, l'une vis-à-vis du Proche-Orient, l'autre vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, pour voir justement au terme de cette comparaison que les enjeux et les intérêts ne sont pas du tout les mêmes pour les Européens. Et donc, ce n'est pas surprenant que les Européens avancent en ordre dispersé parce qu'ils ne font pas grand-chose au Proche-Orient, tandis qu'au contraire, ils font tout pour être unis vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, parce que là, ils mettent en œuvre des politiques publiques extrêmement vigoureuses, comme ça a été dit, d'aider par un envoi massif de matériel militaire. Il faut bien voir, hein, aujourd'hui, sur la durée, en 2 ans, les Européens ont envoyé plus, si on valorise en euros ou en dollars, les Européens ont envoyé autant, voire plus maintenant, d'armement à l'Ukraine. Et si on fait la totalité, c'est-à-dire la valeur de l'armement, plus l'accueil des réfugiés et des exilés,
plus les dons financiers, notamment pour permettre à l'Ukraine d'avoir un budget qui fonctionne, les Européens ont donné, entre guillemets, ou ont envoyé 2 fois plus d'aide à l'Ukraine que les États-Unis. Oksana Melnichuk. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous par le constat, le comportement de l'Europe, mais selon les Ukrainiens, c'est une énorme faute stratégique de l'Europe partager ces deux guerres, parce qu'en fait, pour les Ukrainiens, tout ce qui se passe en Israël, c'est le deuxième front de la même guerre que mène Poutine contre l'Occident. Et vous savez, à mois de décembre de l'année dernière, le chef de renseignement extérieur, du service de renseignement extérieur de l'Ukraine a publié une analyse des objectifs de Poutine dans la guerre. Le premier objectif, c'est renforcer son pouvoir à l'intérieur du pays. Nous voyons tous avec les dernières élections comment ça se passe, à quoi ça sert, cette guerre. Deuxième objectif, c'est créer une coalition contre l'Occident, le fameux Grand Sud, pour proposer l'autre valeur, contre-valeur à celle que propose l'Occident, et assurer cette idée fixe de Poutine, partager le monde en 2 zones d'influence. L'une zone d'influence des États-Unis et l'autre de la Russie. L'Occident collectif, c'est les États-Unis qui le gèrent, et le reste du monde, c'est la Russie qui gère. C'est une rêve de Poutine de partage géopolitique du monde. Troisième objectif, c'est envoyer l'agression en dehors de la guerre de l'Ukraine, en Moldavie, dans les pays baltes, en Pologne, en Géorgie, dans le Caucase. Et le quatrième, et on est dedans complètement, c'est s'aimer les conflits et le chaos où c'est possible. Selon notre service de renseignement extérieur, cette agression du Hamas contre Israël était fabriquée par les services spéciaux, y compris russes. La campagne de communication de Hamas, elle est tenue par les Russes, et tout ce partage de l'Europe que nous avons aujourd'hui par rapport de tout ce qui se passe en Israël, c'est le résultat de la guerre d'information qui mène la Russie contre l'Occident. Voilà, on peut dire qu'il a gagné malheureusement, parce que normalement, tout l'Occident devait soutenir Israël parce qu'il était agressé par le Hamas. Selon l'opinion publique ukrainienne, le pauvre peuple palestinien est les victimes de n'est pas d'Israël, il est victime de Hamas. Et nous devons tous maintenant renforcer nos efforts pour détruire Hamas. Mais Hamas, il est soutenu par les Russes. Donc on est dans le conflit, dans une, rébus géopolitique assez compliqué, avec aveuglement de l'Occident qui ne voit pas les grandes oreilles du Kremlin, comme on dit chez nous, dans le conflit israélo-palestinien. On va poser la question à Frédéric Chilot. Comment c'est perçu chez vous, en Israël? En Israël, c'est perçu exactement comme cela vient d'être décrit à l'instant. C'est-à-dire qu'Israël se bat contre le Hamas à Gaza, mais sait que si l'on dézoome, il s'agit là d'une attaque d'un axe qui va de l'Iran jusqu'au Liban, tous les proxys iraniens, donc des Houthis au Yémen jusqu'au Hezbollah au Liban, et qui est soutenu, oui, même de loin, par la Russie. Ce n'est pas une attaque directe, mais Israël sent qu'il y a, oui, un axe iranien qui mène et qui a guidé le Hamas et qui l'a soutenu, le Hamas. Je voudrais aussi apporter quelques nuances. D'abord dire que cette affaire, le conflit israélo-palestinien, c'est une histoire passionnelle. Pas simplement pour la France, mais je crois aussi en Europe. Je ne pense pas que les Européens soient si détachés que cela du conflit. Preuve en est, c'est que après les pogroms du 7 octobre, eh bien, le conflit israélo-palestinien et la guerre à Gaza a éclipsé presque totalement la guerre en Ukraine. Et on n'en reparle que depuis quelques semaines de la guerre en Ukraine. D'un point de vue médiatique, mais aussi les chancelleries européennes étaient focalisées sur Israël et sur le conflit à Gaza. D'autre part, je voudrais apporter une petite nuance. Je vois les choses un peu à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression que
si les Européens sont si divisés, ce n'est pas parce qu'ils se désintéressent du conflit, non, c'est parce qu'ils s'y intéressent, mais qu'ils ont des positions différentes. C'est une affaire passionnelle qui touche au cœur des peuples. Les Français, c'est la plus grande communauté juive d'Europe, la plus grande communauté musulmane. On comprend qu'il soit difficile de prendre position et jamais bon de choisir un camp, d'ailleurs. Mais pour les Européens, il est très difficile d'avoir une ligne commune, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas peser sur les événements, ils ne peuvent pas peser sur Israël et sur Tsahal. Ils ont pourtant des cartes en main. L'Europe, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. Et puis, il pourrait, des sanctions auraient pu être prises. On a vu qu'il y avait une affaire d'étiquetage, etc. Bon, tout ça, d'étiquetage des produits israéliens, tout ça n'a pas été évoqué. Le fait est que oui, sur la question de la guerre à Gaza, les Européens n'ont pas de prise sur les événements, parce que le principal soutien des Israéliens sont les États-Unis. Et par exemple, je vous parlais de ce groupe foncièrement anti-israélien qui mène une politique très agressive contre Israël et qui s'apprête à reconnaître de façon unilatérale l'État de Palestine, Espagne, Irlande, Belgique, Malte, Portugal. Ils ne peuvent pas peser sur la guerre et sur le déroulé des combats, mais ils ont par exemple décidé d'interdire les pièces détachées pour le matériel militaire, ou bien l'Espagne empêche les avions américains de ravitailler en Europe, de faire escale en Europe avant d'aller en Israël. Mais finalement, oui, l'Europe n'a pas de prise sur les événements et elle est divisée parce qu'il y a des positions radicalement différentes, quelquefois même à l'intérieur de mêmes familles politiques en Europe. Donc je verrai, le titre de la conférence est Quelle Europe dans un monde fragmenté? C'est vraiment, à contrario de ce qui se passe sur l'Ukraine, c'est vraiment l'Europe là qui se fragmente sur le conflit à Gaza. Et l'Europe qui se fragmente, c'est bien sûr l'un des débats qui va se poser lors des élections européennes à venir, bien sûr. On va énormément discuter. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions avec le hashtag Printemps de l'écho, tout attaché sur X, ex-Twitter. On attend vos questions. Sylvain Kahn, est-ce que l'Europe serait plus forte politiquement si elle dépassait 2% de son produit intérieur brut en dépenses militaires, si elle était plus forte militairement? Le problème de la manière dont se pose la réponse à votre question, c'est l'importance et l'ancienneté des traditions nationales des industries militaires. Voilà. Parce que d'ores et déjà, si on agrège l'ensemble des ressources qui sont affectées par les Européens à la chose militaire, ça donne un ensemble très important et au moins équivalent à celui des États-Unis. Simplement, ce n'est pas, à la différence des États-Unis, on va dire une armée européenne ou un ministère de la Défense européen, et certainement pas, c'est ça le nœud du problème, ce n'est pas une industrie militaire européenne, c'est, je le dis en exagérant un peu, mais je schématise, il y a, pour ainsi dire, autant d'industries militaires qu'il y a d'États membres. Et ça s'explique par l'histoire, parce que selon la formule d'un sociologue et politiste canadien, Charles Tilly, que nous, en sciences sociales, on considère comme un grand auteur, si vous voulez, qui s'est intéressé à la genèse de la construction de l'État en Europe sur 1000 ans, sur le deuxième millénaire. Il a cette phrase très connue pour nous, la guerre a fait l'État et l'État a fait la guerre. Voilà. Et donc on peut montrer, c'est quasiment quelque chose qu'on peut démontrer dans l'histoire universelle, dans à peu près toutes les situations géographiques du monde, que les appareils d'État se construisent progressivement, d'abord en régentant l'alimentation des populations, en organisant la production agricole, si vous voulez. Et
donc la répartition de la propriété foncière, et d'autre part, en organisant la défense du territoire ou la conquête territoriale, donc en faisant la guerre. Bon. Donc on n'est pas surpris que dans l'Europe d'aujourd'hui, vous avez 27 États membres qui sont autant d'États-nations, et chaque État-nation s'est construit avec, ou grâce à, ou en raison de, ou à cause de, une base industrielle et militaire, la construction d'une armée, et donc du coup, ça fait vraiment partie de l'héritage, on pourrait presque dire, culturel et politique. C'est-à-dire, c'est très très difficile pour les gens qui sont nés en Europe, qui habitent en Europe, quel que soit leur âge, parce que c'est ça qu'on apprend à l'école depuis le cours préparatoire, d'imaginer qu'il puisse y avoir en Europe un État, un pays, sans armée, sans organisation de défense. Bon, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu ça, donc ça vous paraît antédiluvien, mais il y a encore pas très longtemps, dans tous les pays d'Europe, il y avait le service militaire obligatoire. Et dans certains pays, il a été rétabli. Il a été rétabli en Lettonie, il vient d'être rétabli en Suède, c'est-à-dire dans les pays qui sont très proches ou frontaliers de la Russie et qui se sentent menacés par la Russie. Donc, on considère même que, je ne sais pas, si vous prenez la Révolution française de 1789 ou si vous prenez la Révolution anglaise de la fin du XVIIe siècle, du temps de Cromwell, la manière de faire nation, c'était de constituer une armée de conscription, une armée populaire, à la différence d'une armée professionnelle de métier et de mercenaires. Donc, j'ai l'air comme ça de faire des considérations vraiment de prof d'histoire géo, mais c'est ça, fondamentalement, qui explique qu'aujourd'hui, les Européens, finalement, est quelque chose qui ait l'air assez fragmenté du point de vue de leur effort de défense, alors que si vous additionnez à la fois tous les soldats de toutes les armées, plus tous les budgets militaires, vous arrivez en dépenses par habitant à quelque chose qui est supérieur à ce qui se fait aux États-Unis. Simplement, aux États-Unis, vous avez 5 modèles d'avions de chasse. D'accord ? En Europe, vous en avez plus de 15. Vous avez tous entendu parler de la Suède, à la fois parce que la Suède vient de rentrer dans l'OTAN, alors qu'elle était neutre depuis 2 siècles. D'accord ? Macron, le président, a fait une visite d'État en Suède il y a 1 mois, 3 semaines, d'accord ? Et là, tout d'un coup, tous les médias nous ont rappelé que la Suède, c'est un pays de 8 ou 12 millions d'habitants. 8, je crois. Bon, faut vérifier sur Internet. Bon, en tout cas, de moins de 15 millions d'habitants. C'est un pays qui est considéré comme un pays qui ne fait pas beaucoup parler de lui, on va le dire comme ça, par rapport à la France ou à l'Allemagne ou à l'Italie. C'est un pays qui est l'un des premiers exportateurs d'avions de chasse au monde, parce qu'il a un modèle hyper connu, hyper efficace, que tout le monde achète dans le monde entier, qui s'appelle le Gripen, qui est produit par un industriel qui s'appelle Saab, qu'en général on connaît pour ses voitures. La Belgique, tout le monde connaît la Belgique. La Belgique, c'est pas... On ne pense pas à la Belgique quand on pense à qu'est-ce que c'est qu'un État fort et ancien dans l'Europe d'aujourd'hui. La Belgique est le 2e producteur et le 2e exportateur mondial de munitions légères. Le 2e au monde de munitions légères. Sur les 25 pays, les 25 premiers pays exportateurs d'armes dans le monde, il y a 10 pays européens, y compris la Belgique, la Suède et le Portugal. C'est ça la réponse à votre question. Ce n'est pas que les Européens ne dépensent pas assez pour leur défense, c'est qu'en fait, ils sont dans une espèce de concurrence. Voilà, vous savez, en Europe, il y a une grande blague. À chaque fois que Macron ou les Français, parce que c'était le cas de ses prédécesseurs, disent il faut faire l'Europe de la défense, tous les autres, tous ses homologues lui répondent ah oui, tu veux tous qu'on achète des rafales. Ben voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas dépassé ça, et c'est très compliqué à faire, parce que vous voyez, c'est une histoire qui plonge ses racines dans plusieurs siècles, on sera un peu, on va dire, en arrière de la main pour l'Europe de la défense. Mais voilà, face à la menace russe et face au désengagement américain, voilà, si les Américains quittent l'OTAN, Trump dit qu'il veut faire ça. On ne sait pas s'il le fera. Pour l'instant, c'est des propos de campagne. Mais si les États-Unis quittent l'OTAN, l'OTAN, ça devient le Canada, la Turquie et les Européens. Là, tout d'un coup, les Européens, vous allez voir, il va se passer des choses. Oksana Menichuk, je vais vous faire réagir et je vais vous poser la question en même temps de Jean-Yves qui nous demande alors quel scénario le plus probable pour l'Ukraine ? On va gagner bientôt. Vous savez, les batailles sont gagnées par les armées
mais les guerres sont gagnées par les technologies. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle est leader sans doute dans tout ce qui est les nouvelles technologies de rupture. D'ailleurs, on a parlé beaucoup ici dans le premier jour de colloque sur les technologies de rupture et que les Français sont en retard et qu'en Europe, il y a un problème avec tout ça. Je voudrais vous rassurer, l'Ukraine, c'est une vraie Silicon Valley de l'Europe aujourd'hui. Donc, nous pouvons apporter en Europe cette connaissance des technologies, ces cerveaux. Malheureusement, la guerre, elle ne fait pas que les États, mais la guerre est toujours un meilleur accélérateur pour le développement des technologies. Donc, je pense que l'Ukraine va apporter aussi une certaine révélation dans l'esprit européen. Parce que l'Europe, c'était la paix, certes. Après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, on a parlé, c'était ça l'idée de l'Europe. Mais après, la première vraie union, c'était autour du charbon et du gaz. Après, c'était l'union d'argent. Et peut-être aujourd'hui, c'est le moment, enfin, de faire l'Europe des valeurs. Parce que dès qu'on va mettre la politique des intérêts en domination, on va avoir les guerres non-stop. Il faut que nous passions à la politique des valeurs. Et à ce moment-là, dès que vous êtes dans cette doctrine de politique de valeurs, tout est clair et simple pour vous. Il faut soutenir le bien qui lutte contre le mal. Donc, il n'y aura pas de débat. Il n'y a pas de débat aujourd'hui dans la guerre existentielle comme en l'Ukraine pour défendre les valeurs européennes. Les Ukrainiens pensent qu'il n'y a pas de débat. Et quand j'entends les opinions autres que soutenir l'Ukraine, je me dis, mais ce n'est pas la question de liberté de parole, c'est la question de liberté de reconnaissance des valeurs. De quel côté tu es? Tu es avec les biens ou avec les mal? Et vous allez voir, vous allez sentir et vous allez vivre beaucoup plus facilement quand vous allez vivre avec la notion des valeurs plus que de notion des intérêts. Parce que les intérêts, ça provoque toujours les conflits. Les valeurs, on en parle beaucoup avec l'état de droit en Europe, notamment, Monsieur Khan. Est-ce que là, ça joue sur ce conflit? Oui, ça joue. D'ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure, les massacres de Boutcha au mois de... C'était avril, hein, n'est-ce pas? Au mois d'avril 2022. Donc, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. L'armée russe, lorsqu'elle envahit la totalité, qu'elle essaye d'envahir la totalité de l'Ukraine le 22 février, c'est 22 ou 24 ? Le 22, oui, merci. Le 22 février, elle approche Kiev. Elle ne parvient pas à aller jusqu'à Kiev car il y a une résistance héroïque des Ukrainiens. Et elle se replie et on découvre au moment de son repli que l'armée russe s'est comportée de façon... Je ne vois pas d'autre mot que barbare. Hein. Elle a massacré gratuitement, torturé, violé. Il y a une localité, hein, une ville plutôt cossue, je crois, dans la banlieue de Kiev, qui s'appelle Boutcha, qui serait un peu, si on était en Île-de-France, l'équivalent de Rueil ou de Saint-Germain-en-Laye, si vous voulez, où on découvre l'ampleur de la barbarie et des massacres pratiqués par l'armée russe. Donc très rapidement, l'ONU, bien entendu la justice ukrainienne, les Européens, enquêtent pour savoir s'il s'agit au minimum de crimes de guerre, peut-être même de crimes contre l'humanité. Donc on peut considérer, on a peu de recul, mais on peut considérer, quand on étudie ce conflit du point de vue de l'Europe, que ce qui s'est passé à Boutcha, et la découverte par le monde entier et par les médias européens qui ont été couverts de façon très, très, très rapide et très efficace, c'est un tournant, c'est déjà un tournant. Il n'y a que 2 mois de guerre, si j'ose dire, en tout cas à partir de février 2022, et c'est considéré comme un tournant. Et là, pour les Européens, alors pour les opinions publiques, il y a eu des enquêtes, mais pour les dirigeants européens, là, il y a cette idée que ce qu'a fait l'État russe, c'est vraiment, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est en contradiction totale avec justement le système juridique européen qui défend un certain nombre de valeurs. Hein. Le droit, c'est le reflet des valeurs d'une société. Et donc, on peut considérer
que l'une des raisons, ce n'est pas la seule, il y a aussi les intérêts, l'une des raisons pour lesquelles les dirigeants européens, soutenus par leurs opinions publiques, pour autant qu'on puisse en juger, et c'est toujours le cas 2 ans après, l'une des raisons pour lesquelles les Européens soutiennent de manière extrêmement résolue les Ukrainiens et sanctionnent de manière résolue, pas toujours efficace, mais résolue, l'État russe, c'est notamment parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un conflit de valeurs entre un système, une société dans l'Europe où l'état de droit c'est important, donc le respect des libertés individuelles, le respect de l'intégrité des individus, de la liberté, des corps, on ne massacre pas les gens, on essaye, même quand il y a des conflits, on essaye de les résoudre par le contrat, par le dialogue, par la justice, pas par la violence. Et en face, il y a un État russe qui, manifestement, lui, pense qu'en dernière instance, bon, ben, si les autres politiques n'ont pas marché, eh ben, la violence, c'est très bien, il n'y a pas de problème, on peut y aller, et on arrivera à nos fins par la violence s'il le faut. Là, il y a vraiment un conflit, et ça recouvre effectivement ce qu'on appelle la défense de l'État de droit. Frédéric Chilot, on va retourner vers vous en Israël. Justement, les valeurs européennes, l'État de droit, est-ce que ça fait débat au sein de l'opinion israélienne? Je parle plutôt de... Bon, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce que pense de l'Europe le gouvernement Netanyahou et les partis politiques. Mais moi, je voulais voir aussi ce que vous sentez au sein de l'opinion israélienne. Et puis j'ai une autre question pour vous, excusez-moi, je vais vous la poser en même temps. Une question d'auditeur. Si l'Europe souhaite un jour rivaliser avec les États-Unis, et même dans l'absolu, ne devrait-elle pas se battre pour ses valeurs au Proche-Orient et soutenir davantage la Palestine? Alors, d'abord, nous parlions de valeurs et du massacre de Boutcha. Je rappelle que le conflit à Gaza a commencé par un massacre que les Israéliens appellent un pogrom, avec des enlèvements, des assassinats, un massacre sur le territoire israélien, donc pas une zone occupée, dans des maisons. Des terroristes sont rentrés, tués dans les cuisines, dans les chambres à coucher, dans les pièces sécurisées. C'est un traumatisme énorme dans la société israélienne. Il y a eu plus de 1200 morts ce jour-là. Je rappelle qu'il y a eu 35 citoyens franco-israéliens qui ont été tués ce 7 octobre et que depuis 6 mois, quasiment, dans quelques jours, ce sera les 6 mois de ce massacre. Depuis 6 mois, il y a 3 otages français qui sont toujours retenus captifs à Gaza. Après ces massacres, Israël s'attendait à un soutien et justement à ce qu'au nom de valeurs communes, il y ait un soutien des opinions internationales pour Israël, cette société si durement touchée en son cœur. Et finalement, ça a été un déferlement de haine, d'antisémitisme aux États-Unis, sur les campus ou dans les rues de Londres, des manifestations. Donc c'est quasiment un double traumatisme pour les Israéliens de se sentir si isolés après de si terribles massacres. Le président Macron, à juste titre, a parlé des plus importants massacres de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Shoah. Depuis, il y a eu la guerre à Gaza, et Israël est en train de mener une guerre à outrance, sans stratégie définie, et c'est volontaire, c'est fait ainsi de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui veut rester au pouvoir, puisque tant que la guerre se poursuit, lui qui est si condamné et vilipendé à l'intérieur même d'Israël, se dit que tant que la guerre se poursuit, il y aura une cohésion dans la société israélienne, et donc il sera maintenu au pouvoir. Donc il n'y a pas de stratégie vraiment définie. Et de même, le fait que le gouvernement Netanyahou, à l'origine, aujourd'hui, il y a une coalition plus grande, mais à l'origine est portée par des sionistes religieux, par une extrême droite très religieuse. Tout ça donne une tonalité particulière à la guerre. Et inévitablement, dans des conflits comme ça de guérilla, on est quand même au cœur d'un territoire, vous savez maintenant, tous densément peuplé, un des plus densément peuplés au monde. C'est une guerre à l'intérieur des
des bâtiments, enfin, Tsahal occupe aujourd'hui Gaza, et inévitablement, il y a des bavures. On l'a vu il y a quelques jours, avec 7 humanitaires américains qui ont été tués par une frappe, ce qui est plus que une bavure. Hein. Puis il y a ce que d'aucuns appellent des crimes de guerre, d'autres appellent aussi génocide. Alors on en est loin, il ne faudrait peut-être pas retourner les choses. J'en viens à la question de votre auditeur. Justement, comment peser? Sans doute, la décision que prendront l'Espagne, l'Irlande, Belgique, Malte va peser, parce que c'est une rupture avec la ligne de l'Europe qui a été très bien décrite par Sylvain Kahn, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'Europe voulait reconnaître un État palestinien, mais au terme d'un processus de paix, pas de façon unilatérale comme ça. Alors que là, les 5, sans doute, prendront cette décision avant l'été, et que le simple fait qu'ils le prennent ensemble, ça va sans doute être un choc diplomatique. Israël aura peu de mesures de rétorsion à prendre, sinon rappeler ses ambassadeurs, que faire? Sans doute aussi, même les États qui sont aujourd'hui entre deux, ou qui font du en même temps, le président français, Emmanuel Macron, le fait bien sûr, à la fois en soutenant le droit d'Israël à se défendre, mais en demandant que des mesures soient prises pour respecter les populations civiles à Gaza. Bref, des États qui sont dans l'entre-deux, sans doute soutiendront quand même cette décision des 5 de reconnaître l'État palestinien. Et après tout, si ces 5 États reconnaissent l'État de Palestine, ça veut dire qu'ils sont favorables à la solution à 2 États. Or, aujourd'hui, j'ai parlé de ces grands mouvements de haine qu'on a vu déferler en Europe, aux États-Unis. On entend dans les rues de Londres, par exemple, des appels à un État palestinien du fleuve à la mer, ce qui voudrait dire la destruction d'Israël. Après tout, finalement, est-ce qu'Israël serait si mécontent que des Européens rappellent la solution à 2 États, qui est, d'une certaine façon, la meilleure façon pour Israël de préserver son identité, sa démocratie, de rester un État démocratique et juif ici. On en profite pour saluer les personnes qui nous suivent dans des salles de retransmission en direct. Donc nous saluons notamment l'Institut Notre-Dame à Nice, l'Institut de préparation à l'administration générale à Paris, la maison de retraite, la maison de Paris également, et l'établissement supérieur de Swansea au Pays de Galles, et la Commission européenne à Bruxelles, où certains nous suivent en direct. Sylvain Kahn, sommes-nous condamnés à répéter les drames de notre histoire dans le cadre d'États-nations démocratiques en guerre, nous demande Jacques sur les réseaux sociaux. Il me semble que la réponse est dans la question, puisque précisément l'Union européenne, c'est le signe que autre chose que d'éternelle répétition est possible. L'Union européenne correspond, je ne sais pas où il faut que je regarde pour parler à Jacques, je ne sais pas s'il est derrière la caméra. Bon. L'Union européenne correspond à une période assez, comment est-ce qu'on pourrait dire, assez étonnante maintenant dans l'histoire des Européens. Hein. On va considérer que l'histoire des Européens, allez, on va la faire remonter par convention à Charlemagne, d'accord, voilà, hein, ou si vous voulez à la fin de l'Empire romain, donc soit à 1500 ans, soit à 1200 ans. Hein, bon, donc c'est l'histoire des Européens. Ce qui caractérise l'histoire des Européens, dans la très longue durée, comme ça, c'est la diversité, non seulement culturelle et linguistique, mais surtout la diversité politique. Et donc on en a parlé, le fait qu'il y ait eu un peu partout des appareils d'État, des territoires indépendants qui s'organisent et qui s'opposent les uns aux autres. Bien. Depuis 1950, ça fait quand même maintenant près de 75 ans, ça fait 3 générations, hein, 75 ans. Il y en a même qui disent 4, parce que certains des démographes disent une génération c'est 25 ans, d'autres disent une génération c'est 20 ans. On a un phénomène assez inattendu dans l'histoire longue des Européens,
qui est qu'en même temps que les Européens s'associent dans une espèce d'organisation territoriale et politique qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne et qu'on a à l'époque appelée Communauté économique européenne, ils ne se font plus la guerre entre eux. Voilà, c'est ça le phénomène. Voilà, s'il fallait expliquer à, mettons qu'on ait un cousin qui vienne de la planète Mars et qu'il fallait qu'on lui explique en un mot c'est quoi la construction européenne, on pourrait dire ça. On pourrait dire ce sont des pays qui, après avoir connu entre eux des relations de guerre pendant 1000 à 1500 ans, depuis 3 générations, ont décidé qu'ils ont des relations dans lesquelles la guerre est exclue. Vous voyez bien la différence avec la Russie de Poutine, qui, parce qu'il a un problème, lui ou son État, avec l'Ukraine, considère que pour régler le problème, la chose la plus efficace à faire, c'est d'envahir l'Ukraine et de la soumettre par la force. Ça, il faut bien voir qu'en Europe, on peut trouver ça bien, on peut trouver ça pas bien, je ne porte pas de jugement de valeur. Je constate que c'est quelque chose auquel les Européens ont tourné le dos depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis la guerre de 30 ans, 1914-1945, qui a été particulièrement destructrice et meurtrière, à la fois sur le plan matériel, sur le plan démographique et sur le plan moral. Donc, c'est ça la réponse qu'on peut faire à Jacques, c'est que dans les faits, aujourd'hui, on est dans une période qui dure quand même depuis 3 générations. C'est plus que la Ve République, c'est plus que la Deuxième République italienne, c'est plus que l'indépendance de l'Estonie, par exemple. C'est plus que la paix en Irlande du Nord et au Royaume-Uni. Donc ça commence à faire, si vous voulez. Il y a toujours des États-nations en Europe, mais ils ont décidé, alors, tous ceux qui sont citoyens européens ici, on peut dire, ils ont décidé, vous avez décidé, de ringardiser la guerre comme mode de relation entre Européens, entre pays. Voilà. Alors, pour, comme aide-mémoire, il y a un fait qui, à mon avis, n'a pas été assez souligné par les médias. Donc, je me tourne vers vous. C'est ma faute. Non, je ne dis pas du tout que c'est de votre faute. Juste qu'il pourrait être davantage souligné, c'est, en 2012, l'Académie Nobel a attribué le prix Nobel de la paix aux Européens. Et si vous lisez, c'est très facile, vous allez sur Internet, ça fait 15 lignes, bon, c'est en anglais ou en norvégien. Si vous lisez les raisons pour lesquelles l'Académie Nobel a attribué le prix Nobel de la paix aux Européens, c'est pas du tout parce qu'ils auraient fait la paix dans le monde. Hein? Il y a plein de gens qui ont dit oh, « Pourquoi on donne le prix Nobel de la paix aux Européens? Ils sont complètement nuls. Regardez, il y a des conflits partout et les Européens ne font rien. » Mais c'est pas pour ça qu'on a donné le prix Nobel de la paix aux Européens. C'est parce qu'ils sont en paix entre eux. Et on a dit ah, ben ça alors, ils sont en paix entre eux depuis 60 ans et ça coïncide avec l'organisation d'un nouveau système politique et territorial qu'on appelle la construction européenne. Ben voilà. Oksana Medilchuk. Je suis étonnée de savoir que l'Europe était en paix, tandis qu'il y avait la guerre en Yougoslavie entre-temps, mais bon, vous savez, je pense que la plus grande faute de l'Europe, c'était de mal finir la Deuxième Guerre mondiale. On a fait le tribunal international de Nuremberg pour juger les crimes du fascisme allemand, mais on n'a jamais eu le procès pareil pour juger les crimes commis par le régime soviétique, par le régime stalinien, contre le monde entier. Parce que je rappelle que les victimes du régime communiste partout dans le monde s'élèvent à 100 millions de victimes partout dans le monde. On n'a jamais eu un seul tribunal. Bon, pour garantir la paix dans l'Europe aujourd'hui, après victoire de l'Ukraine sans doute, il faut absolument faire le tribunal international spécial pour juger les criminels de la guerre. Je pense qu'il faut faire la même chose pour Israël et Palestine. Je ne comprends pas pourquoi on attend ce tribunal, pourquoi on attend la fin de la guerre, tandis que les causes de la guerre sont bien définies, les coupables sont déjà définis. Peut-être nous pouvons commencer sans entendre la fin. Parce l'Ukraine, il y a déjà des enquêtes concernant l'Ukraine. Il y a les enquêtes. Il y a des enquêteurs européens qui sont sur le territoire ukrainien. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, à partir du 2 avril, à La Haye, il y a un cabinet spécial qui est ouvert pour fixer toutes les plaintes des Ukrainiens, les victimes de la guerre, qui peuvent déposer leurs plaintes à La Haye. Maintenant, voilà, c'est ouvert à partir de 2. Mais je ne parle pas de récompenser les victimes. Je parle de la tribunal
contre les coupables, les régimes, les personnalités qui sont coupables de mener cette politique génocidaire, anti-humaine, qu'on voit maintenant et en Palestine, et en Israël, et en Ukraine. On n'a plus beaucoup de minutes. Je voulais parler un petit peu de l'autonomie stratégique, bien sûr, de l'Europe, qui fait que l'influence de l'Europe peut jouer sur les territoires voisins, que ce soit voisins ou plus lointains, que ce soit l'Ukraine et Israël et la Palestine. Frédéric Chilot, est-ce que l'autonomie stratégique européenne, on en parle en Israël ou pas? Non, ce n'est pas vraiment un sujet débattu, l'autonomie stratégique européenne. Encore une fois, ce qui intéresse Israël, c'est les États-Unis, c'est Washington, et puis aussi l'OTAN. Hein, Israël, pendant de nombreuses années, a cherché à avoir une position dans l'OTAN, voire un siège dans l'OTAN. Mais non, j'en reviens à l'introduction de notre débat. Oui, Israël n'a Dieu que pour les États-Unis et écoutera les Européens quand ils sauront s'organiser et avoir une position commune, ou bien écoute les Européens quand eux-mêmes peuvent peser sur les Américains. Par exemple, on l'a vu sur l'affaire des colons israéliens qui ont été sanctionnés. Ça a été d'abord décidé par les Britanniques, les Français ensuite ont suivi, et les Américains également. Donc, quand quelquefois les Européens peuvent influencer Washington, là c'est on regarde. Sylvain Kahn. Oui. Brièvement, pour terminer ce débat. Sur l'autonomie stratégique. Bon, déjà, peut-être traduire en français courant la notion d'autonomie stratégique. Bon, c'est la capacité qu'aurait un jour l'Europe en tant qu'ensemble à pouvoir assurer son indépendance. Alors, son indépendance, bien entendu, militaire, c'est-à-dire être capable de défendre son territoire éventuellement seul, ou être capable de nouer des alliances pour amener des alliés à l'aider à défendre son territoire en cas de besoin. Et puis, c'est plus généralement, on va dire, l'indépendance qui peut être assurée dans à peu près tous les secteurs, l'industrie, le numérique, l'alimentation, etc. Bon, c'est ça qu'on appelle l'autonomie stratégique. Alors, votre question, c'est est-ce que l'Europe peut être, disons, se doter de l'autonomie stratégique? Bon, il faut bien voir qu'aujourd'hui... Et à quel terme? Et à quel terme? Bon, il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce qui caractérise le monde, l'espace mondial, c'est d'abord l'interdépendance. Hein, c'est-à-dire que, de toute façon, l'idée que, à part la Corée du Nord et encore, l'idée qu'un territoire, un pays ou une société puisse vivre en autarcie tout seul, en n'ayant aucune relation avec personne, dans le monde d'aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Bon, donc l'enjeu pour les Européens, c'est en fait d'établir des interdépendances qui leur soient, on va dire, sur un pied d'égalité, sans que ça se transforme en relation de dépendance où ils seraient dominés. Alors ça existe déjà dans beaucoup de secteurs. C'est encore le cas avec la Chine. Il ne faudrait pas que ça devienne une dépendance. C'est le cas avec les États-Unis. Avec les États-Unis, aujourd'hui, le risque, c'est plutôt que les États-Unis se referment sur eux-mêmes si Trump est réélu, auquel cas, il n'y aura pas beaucoup de problèmes d'autonomie stratégique parce qu'il faudra se débrouiller sans les États-Unis. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Oksana Menilchuk d'être venu jusqu'à nous. Sylvain Kahn et puis Frédéric Chilot depuis Israël. Merci à vous trois. Merci.